Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de vidéos dédiée à la Contia Security Plus. Une première vidéo de la série expliquant pourquoi et comment passer la certification est déjà disponible, alors si tu ne l'as pas vue, fonce à voir. Sinon, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez décidé de franchir le pas et de valider vos compétences de base en cybersécurité. Félicitations, c'est l'un des meilleurs investissements que vous puissiez faire pour votre carrière. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer au premier domaine de l'examen, General Security Concept. C'est le socle sur lequel repose toute la cybersécurité. Nous allons voir ensemble les différents types de contrôles, les concepts fondamentaux comme la triade CIA ou le cadre AAA, la gestion du changement et enfin les solutions cryptographiques. Petit point, l'examen final est en anglais, c'est pourquoi je garderai tous les acronymes et termes techniques dans leur langue d'origine. Préparez de quoi noter, c'est parti. Pour protéger une organisation, on met en place des contrôles de sécurité. C'est des mesures mises en place pour réduire le risque. Mais attention, il y a plusieurs façons de les classer. On les divise en deux grandes familles. Les catégories, qui les classent suivant la nature du contrôle, et les types, qui les classent suivant leurs fonctions spécifiques. On a en tout 6 types différents et 4 catégories différentes. Une astuce pour se souvenir des catégories est l'acronyme STOMP. Security Control can be technical, operational, managerial and physical. J'ai mis quelques exemples de contrôles en vrac pour vous donner une idée, les caméras, les firewalls, les panneaux de dissuasion, les politiques et procédures et le patching. Commençons par les catégories. Les contrôles technical ou logiques sont implémentés via du matériel ou des logiciels, par exemple un pare-feu, un système de détection ou le chiffrement. C'est de la technologie pure. Les contrôles opérationnels sont exécutés par des personnes. Cela inclut la gestion des correctifs, les sauvegardes et la sensibilisation des employés. Les contrôles managériels ou administratifs concernent la gouvernance, les politiques de sécurité, les évaluations de risques et les directives stratégiques. Enfin, les contrôles physical protègent les actifs tangibles. Ce sont les clôtures, les gardes, les caméras ou les badges. Passons maintenant au type de contrôle, c'est-à-dire leurs fonctions spécifiques. Un contrôle deterrent sert à décourager un attaquant. Un simple panneau site sous surveillance ou un bon éclairage peut suffire à faire changer d'avis un intrus. Le contrôle préventif est là pour arrêter l'incident avant qu'il ne se produise. C'est le rôle d'un pare-feu ou d'un garde à l'entrée. Le contrôle détective, lui, intervient pendant ou après l'attaque pour l'identifier. C'est le rôle par exemple des logs, donc les journaux d'événements, ou de la télésurveillance. Rappelez-vous pour l'examen que détective, en fait, c'est les contrôles qui permettent de jouer au détective. Le contrôle correctif sert à limiter les dégâts et à revenir à la normale, comme l'application d'un correctif de sécurité après une faille. Le contrôle compensating, c'est un contrôle de substitution. Si vous ne pouvez pas appliquer une mesure de sécurité standard pour une raison technique, vous en utilisez une autre pour compenser le risque, comme isoler un vieux serveur dans un réseau séparé par exemple. Et enfin, le contrôle directif guide le comportement des utilisateurs via des règles ou des procédures. Passons maintenant aux concepts fondamentaux qui sont vraiment la base de tout. Je vous présente le concept le plus célèbre en cybersécurité, la triade CIA. CIA pour Confidentiality, Integrity and Availability. Donc, confidentiality, c'est vraiment la confidentialité, c'est s'assurer que seules les personnes autorisées ont accès à la donnée. Integrity, c'est vraiment l'intégrité, donc c'est garantir que l'information n'a pas été modifiée de façon non autorisée. Donc les méthodes clés ici sont le hachage et les signatures numériques, qu'on verra par la suite. Et enfin, availability, donc la disponibilité, c'est vraiment s'assurer que les systèmes et les données sont accessibles quand on en a besoin. Cela passe par la redondance, les sauvegardes et la tolérance aux pannes. Et donc chaque décision de sécurité vise à protéger l'un de ces trois piliers en fait. Une question typique liée à ce concept pourrait être un ransomware rend un serveur inaccessible. Quel pilier est impacté? Moi, je vous laisse 2-3 secondes pour réfléchir. Et la réponse, bien sûr, c'est la disponibility, donc availability. J'espère que ce premier concept est assez clair pour vous. On va maintenant passer au deuxième concept, et donc deuxième acronyme à retenir, qui est le triple A, ou le cadre AAA. C'est un concept essentiel pour la gestion des accès. On peut le résumer à qui es-tu, à quoi as-tu accès, et que fais-tu. Triple A, ça vient de Authentication, Authorization et Accounting. Donc l'authentification, c'est la vérification d'identité. Pour l'examen, il faut vraiment prendre les trois facteurs classiques, ceux que vous connaissez, donc par exemple un mot de passe, ceux que vous possédez, donc des badges, des tokens, et ce que vous êtes, donc la biométrie. On a ensuite l'autorization, donc une fois identifié, qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que vous pouvez lire un fichier, le supprimer? C'est vraiment ici qu'on définit les permissions en fait. Et enfin, accounting, c'est vraiment tout ce qui est traçabilité, donc garder une trace, un log de toutes les actions que vous avez pu faire pour pouvoir ensuite auditer le système plus tard. Attention, beaucoup de personnes confondent authentification et authorization. C'est vraiment différent. Authentification, c'est vraiment lié à l'identité, tandis que l'autorization, c'est lié aux permissions. On passe maintenant sur deux autres concepts importants à ne pas oublier. Le premier, c'est la non-repudiation, donc ça garantit qu'un expéditeur ne peut pas nier avoir envoyé un message. Donc elle repose sur la signature numérique notamment et les logs d'audit. On a ensuite le gap analysis, donc ça c'est une méthode pour comparer votre posture de sécurité actuelle par rapport à un standard ou des bonnes pratiques. Et ça permet d'identifier ce qui manque, donc ce qui est appelé le gap, pour être ensuite en conformité. Découle de cette analyse souvent un plan d'action afin de combler ce gap dans la mesure du possible bien sûr.
Quand on parle de concepts fondamentaux, il faut aussi connaître les 3 états de la donnée, donc data at rest, data in use et data in transit. Data at rest, c'est vraiment les données stockées sur un disque dur ou une base de données. Elles doivent être protégées pour éviter les accès non autorisés, par exemple en cas de vol ou de perte de matériel. Et un exemple de protection, ça pourrait être le chiffrement du disque, par exemple. Data in use, ce sont les données en cours de traitement dans la RAM ou le CPU. Ça correspond aux documents qui sont ouverts, consultés et mis à jour. C'est vraiment le plus dur à protéger. Et un exemple serait par exemple la mise en place du chiffrement de la mémoire. Et enfin, data in transit, c'est les données qui circulent sur le réseau, comme les emails, les appels API, les transferts de fichiers. Ils doivent être protégés afin de ne pas pouvoir y accéder en cas d'interception ou d'écoute. Un exemple de protection, ça serait l'utilisation du protocole chiffré, donc comme HTTPS ou TLS. Un autre concept de sécurité qui est de plus en plus répandu, c'est le Zero Trust. Aujourd'hui, on ne fait plus confiance au réseau interne, et donc ça, c'est vraiment le principe du Zero Trust. On part du principe qu'aucun appareil ou utilisateur n'est fiable par défaut, même s'il est déjà dans le réseau d'entreprise. Et chaque demande doit être vérifiée en continu. En suivant le modèle ZTA, donc défini par le NIST, le Zero Trust il peut être découpé en 4 composants, et ces composants décrivent le fonctionnement logique du contrôle d'accès. Donc on a le PE, Policy Engine, qui est le cerveau, il décide si un accès est autorisé selon les règles. On a le PA, donc Policy Administrateur, c'est vraiment le bras droit, et c'est lui qui va exécuter la décision. Donc soit il génère un jeton d'accès, soit il coupe la connexion. On a ensuite le PDP, donc Policy Decision Point, c'est l'ensemble constitué du PE et du PA, et c'est vraiment là où la décision est prise. Et on a enfin le PEP, donc Policy Enforcement Point, et ça c'est le garde-fou. C'est l'outil, donc par exemple un pare-feu, qui bloque ou laisse passer physiquement le flux. Le fonctionnement du Zero Trust, c'est le suivant. Dès qu'un utilisateur tente d'accéder à une ressource, le système se déclenche instantanément, et il va avoir une vérification stricte de son identité et aussi de l'état de son appareil. On a ensuite le moteur de politique qui analyse en temps réel le niveau de risque, le rôle de la personne, la conformité du matériel, et qui va prendre une décision. Tous ces paramètres sont appliqués et décidés par l'administrateur, et une fois que la décision est prise, l'accès va être soit accordé, soit refusé au point d'exécution. Enfin, bien sûr, chaque étape de ce processus est soigneusement enregistrée pour garantir une traçabilité totale. Le dernier concept qu'on va voir pour piéger les attaquants, c'est ce qu'on appelle les deception technologies. Le concept phare, c'est l'honeypot. Cette approche des déceptions technologiques, elle offre 4 atouts majeurs. D'abord, elle est agnostique à l'attaque, c'est-à-dire que cela fonctionne peu importe l'attaque. Ensuite, elle est extrêmement précise, comme aucun utilisateur légitime n'est censé toucher à ses leurs, il n'y a quasiment aucun faux positif. C'est aussi une solution à faible friction, car elle n'ajoute aucune dépendance ni surface d'attaque supplémentaire à votre réseau réel. Et enfin, sa force réside sur sa simplicité opérationnelle. C'est un outil facile à déployer, facile à gérer et facile à faire évoluer selon la taille de votre infrastructure. C'est un peu comme laisser un faux portefeuille en évidence sur une table pour attraper un pickpocket. Peu importe sa technique, s'il y touche, il est masqué. Maintenant que nous avons vu les concepts fondamentaux de la sécurité, passons au change management ou gestion du changement en français. C'est très sous-estimé par les débutants, mais très présent à l'examen. La gestion du changement, c'est un processus qui est structuré pour encadrer toute modification technique ou toute modification logicielle. L'objectif, il est très simple, c'est vraiment éviter qu'une mise à jour casse tout le système. On peut simplifier ce process donc en 6 étapes. La première étape, ça va être request for a change, donc quelqu'un va demander un changement et ça va être tracé. Donc la deuxième étape, ça va être risk analysis, donc c'est une étude de risque qui va être réalisée pour qualifier le changement en matière de sécurité et aussi vérifier l'impact sur la triade CIA. On a ensuite approval, donc à la suite de l'analyse de risque, le changement va être refusé ou approuvé. S'il est approuvé, cette acceptation va être également tracée. On a ensuite la phase de testing, et donc le changement est déployé seulement sur une petite partie du parc pour valider le fonctionnement. La cinquième étape, ça va être le deployment, donc à la suite de la validation du test, le changement va être déployé sur l'ensemble des sujets. Et enfin, on a la documentation qui en réalité va être tout au long du processus et qui va permettre de documenter le changement. Dans ce processus de change management, il y a plusieurs éléments clés aussi à retenir. On a d'abord la version contrôle, donc le contrôle de version, pour garder un historique des modifications, pour pouvoir revenir à une version stable en cas de problème, par exemple. Donc c'est ce qu'on va appeler après un rollback. On va voir la documentation, on en a déjà un peu parlé, mais chaque changement doit être documenté. Pourquoi on a fait ce changement, qui l'a approuvé, quels ont été les résultats des tests. Voilà, tout ça doit être vraiment documenté pour pouvoir y revenir plus tard si on a besoin. Bien sûr, avant de changer quoi que ce soit, on va évaluer les conséquences techniques et métiers. Par exemple, si on coupe un serveur pour une maintenance, quel va être l'impact sur les employés ou les clients. Et donc tout ça, ça va s'appeler le Business Impact Analysis, ou BIA. Et enfin, on a les maintenances Windows. Donc ça, c'est vraiment des créneaux horaires spécifiques qui ont été décidés pour appliquer les changements. Donc c'est souvent la nuit ou le week-end pour bien sûr minimiser l'impact. On a fait le tour du patch management. Passons maintenant à la partie la plus technique, mais la plus passionnante, la cryptographie. Et avant de passer à cette partie, petite pause. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire. N'oublie pas de liker la vidéo. Et abonne-toi si tu veux réussir la Contia Security Plus. Allez, on revient à la cryptographie. Dans ce domaine, il est crucial de ne pas confondre le hachage et le chiffrement. On va commencer par le hachage. Donc le hachage, ou hashing en anglais, c'est une fonction à sens unique. Vous entrez une donnée de n'importe quelle taille,
et vous allez obtenir une empreinte de taille fixe, appelée digest. Comme on peut le voir sur le schéma à droite, n'importe quelle taille d'entrée va résulter en un digest, donc une sortie, de la même taille. Bien sûr, sous condition que ça soit passé dans la même fonction de hachage. On peut également voir qu'un caractère changé dans l'entrée, ça va complètement changer le hash. Le but principal du hachage, c'est vraiment l'intégrité, c'est garantir que l'information n'a pas été modifiée. On l'utilise beaucoup pour les mots de passe. En fait, les systèmes ne stockent jamais votre mot de passe en clair, mais seulement son hash. Et en fait, quand on se connecte, on va comparer les hashes. Et pour rendre les attaques par brute force encore plus difficiles, on ajoute souvent un salt, donc du sel, qui est en fait une valeur aléatoire, qui est ajoutée au mot de passe avant le hachage, pour éviter que deux mots de passe identiques résultent avec le même hash. Là, les hashes sont toujours différents, parce que le sel va rajouter une part d'aléatoire. Les algorithmes de hachage qui sont vraiment importants à retenir, c'est la famille des SHA, donc ils sont toujours utilisés actuellement, donc SHA-256, SHA-512, SHA-3. Et par contre, les algorithmes qui sont maintenant obsolètes, ça va être le MD5 et le SHA-1. On dit qu'ils sont obsolètes en fait parce qu'ils garantissent plus l'intégrité, mais ils peuvent toujours être utilisés pour d'autres usages. Passons maintenant au chiffrement. Le chiffrement, lui, ça vise vraiment la confidentialité. Ses objectifs, c'est vraiment préserver le besoin d'en connaître et s'assurer que seul le détenteur de la clé puisse lire l'information. C'est un algorithme qui va être réversible, c'est-à-dire à double sens. On va pouvoir chiffrer avec une clé et déchiffrer avec la même clé, donc si c'est du chiffrement symétrique, ou avec une clé liée si c'est du chiffrement asymétrique. Le résultat, lui, est de taille variable, contrairement à un hash, et le texte chiffré s'appelle un ciphertext. Et donc ça a généralement une taille proportionnelle au message d'origine. Pour le chiffrement, on n'utilise pas de salt, mais un vecteur d'initialisation. Notez souvent IV. Ça fonctionne un peu comme un salt, c'est une valeur aléatoire qui va garantir que chiffrer deux fois le même message produira deux résultats différents. L'usage principal du chiffrement, ça va être pour l'échange de données, donc que ça soit via HTTPS ou via des messageries comme Signal par exemple. Donc comme dit précédemment, on va avoir deux types de chiffrement, le chiffrement symétrique et le chiffrement asymétrique. Le premier, le chiffrement symétrique, ça va être le fait d'utiliser la même clé pour chiffrer et pour déchiffrer. Donc c'est très rapide, mais le problème, ça va être de transmettre ces clés de façon sécurisée. L'algorithme standard aujourd'hui, c'est l'AES, mais il existe deux types d'algorithmes. On a DES, 3DES et RC4 qui sont un peu maintenant obsolètes. Et on a IDEA, qui est le remplacement de DES, mais qui est surpassé par AES. Et donc on a le chiffrement asymétrique, donc là on va utiliser une paire de clés distinctes, mais mathématiquement liées. Une clé publique pour chiffrer et une clé privée pour déchiffrer. Donc en fait, la clé publique va être connue, mais la clé privée va rester pour soi. Et on retrouve ici des algorithmes comme RCA ou ECC qui sont encore beaucoup utilisés. Le chiffrement asymétrique, il est principalement utilisé pour deux usages. Le premier, c'est l'échange de clés symétriques. Donc on va transmettre les clés symétriques de manière sécurisée et on va pouvoir continuer l'échange via un chiffrement symétrique qui est donc plus rapide. Et la deuxième, ça va être la digital signature, donc la signature numérique. C'est un cas d'usage très important du chiffrement asymétrique. Donc voici comment fonctionne la signature numérique. Imaginez que vous avez envoyé un document important. Pour prouver que c'est bien vous l'auteur et que personne n'a modifié le contenu en chemin, on va utiliser la signature numérique. Côté signature, le processus il est génial. On passe d'abord le document dans une fonction de hachage pour obtenir une empreinte unique, un peu comme l'ADN d'un fichier. Ensuite, on verrouille cette empreinte avec notre clé privée. C'est ce qu'on appelle la signature. Et on va attacher cette signature au document. Et voilà, c'est parti. Et côté vérification, le destinateur va faire le travail inverse. Il va recalculer l'empreinte du document reçu. Et en parallèle, il va déverrouiller notre signature avec notre clé publique. Et si les deux empreintes sont strictement identiques, alors c'est gagné. Le document est authentique et n'a pas été retouché. Et donc la signature numérique, ça va permettre de prouver trois choses. L'authenticité, donc on sait qui a signé grâce à la clé privée. L'intégrité, on sait que le document n'a pas changé grâce au hash. Et la non-répudiation, donc l'auteur ne peut pas nier avoir signé le document parce qu'il l'a signé avec la clé privée que lui seul possède. Et donc sa signature va engager sa responsabilité de manière irréfutable. Pour que tout ce système de clés publiques fonctionne, on a besoin d'une PKI, donc une Private Key Infrastructure. C'est un ensemble de rôles et de procédures qui va permettre de délivrer des certificats numériques. Ces certificats, ils sont signés par une autorité de confiance appelée CA, donc Certificate Authority, et ce CA garantit que la clé publique appartient bien à la bonne personne. Afin de vérifier et valider un certificat, on peut se baser sur deux composants. Une CRL, Certificate Revocation List, qui est en fait une liste de certificats révoqués mis à jour périodiquement, ou l'OCSP, donc Online Certificate Statute Protocol, qui lui va vérifier en temps réel la validité d'un certificat. On passe maintenant sur une autre notion à connaître qui est liée à la cryptographie, l'obfuscation. L'obfuscation, ça consiste à rendre un message ou un code informatique très difficile à lire et à comprendre pour un humain, mais sans le chiffrer. C'est souvent utilisé par les développeurs pour protéger leur propriété intellectuelle ou par les créateurs des malwares pour cacher leur code aux antivirus. Donc un exemple très simple d'obfuscation de code peut être le suivant, où la commande est découpée en plusieurs blocs. Bien sûr, ici cela n'est pas très complexe, on arrive très rapidement à comprendre le message, mais c'est vraiment pour illustrer le concept. Et enfin, une dernière notion liée à la cryptographie qui va être la blockchain, qui est en fait un registre décentralisé. Donc imaginez que vous vouliez envoyer de l'argent à un ami. Au lieu de passer par une banque, votre transaction va être encapsulée dans un bloc numérique, un peu comme une page d'un registre.
Ce bloc il va être immédiatement partagé à un immense réseau d'ordinateurs partout dans le monde qui vont ensemble analyser et valider la transaction. Une fois que tout le monde est d'accord sur son authenticité, ce bloc vient se verrouiller définitivement à la suite des précédents. Chaque bloc de transaction est alors lié au précédent par un hash cryptographique, ce qui rend toute modification ultérieure quasiment impossible. C'est ainsi que l'argent arrive à destination en toute sécurité, sans aucun intermédiaire, grâce à la puissance de la décentralisation. Voilà, nous avons fait le tour des notions pour le domaine 1 de la Quantia Security Plus. L'examen vous posera des questions sur des scénarios. Alors, pour réussir cette partie, ne vous contentez pas d'apprendre seulement les définitions par cœur. Par exemple, une question pourrait être: une entreprise veut empêcher le personnel non autorisé d'entrer dans un salle serveur. Quel type de contrôle doit-on utiliser? Et la réponse attendue serait par exemple un contrôle physical et préventive. Enfin, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les notions abordées dans mon guide de révision disponible en description. Et dans la prochaine vidéo, nous allons aborder les menaces, les attaques et les vulnérabilités. Je mets également juste après, pour les plus courageux qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo, une cheat sheet contenant toutes les notions clés abordées dans cette vidéo. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire, et bien sûr si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner. Bonne chance pour tes révisions, et à bientôt pour la suite.